Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo des portes du Tao. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez particulier qui s'appelle les géométries sacrées. Voilà, alors bon, le terme de géométrie sacrée, c'est un terme vaste en fait, parce qu'on pourrait dire d'une certaine manière que n'importe quelle cathédrale, église, fait partie d'une forme de géométrie sacrée. En fait, les géométries sacrées dont je voudrais vous parler ici, c'est ce qu'on appelle parfois des lamplighting en anglais. C'est des figures géométriques qui sont faites traditionnellement dans ce qu'on appelle le Xuan Xue, les études du mystère ou la magie taoïste, et qui sont faites un certain nombre de bougies. Donc elles utilisent, si vous voulez, le feu, qui sont disposées dans un ordre extrêmement spécifique. Et très souvent, vous voyez ces lamplighting, ces bougies rondes. Alors il y a plein de méthodes différentes, et certaines anciennes, certaines plus modernes, qui utilisent soit des bougies, soit du feu, soit de la lumière d'une manière générale, et qui sont reliées par du riz la plupart du temps. Des espèces de bandes, de petites bandes de riz qui relient chaque bougie. Je voulais vous en parler un petit peu pour que vous sachiez que ça existe. Vous avez peut-être déjà vu ça, vous avez peut-être déjà eu simplement l'intuition d'avoir envie de faire ce genre de choses. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on fait quand on met deux bougies sur un autel? On crée d'une certaine manière, alors une géométrie de la ligne si on veut, mais admettons que vous en mettiez trois, vous créez déjà une forme de géométrie sacrée, entre guillemets, puisqu'elle est sur votre autel. Et si vous le faites, c'est que instinctivement, il y a quelque chose en vous qui vous dit que ce geste, cette proposition est une sorte d'intercession entre la Terre, les éléments normaux dans lesquels on navigue et le ciel. Alors, quand on parle de magie, en fait, quand on traduit le Xuan Xue, qui est le grand domaine en fait, d'études, si vous voulez, dans les arts taoïstes, et qu'on traduit chez nous par magie taoïste, faute de mieux, c'est compliqué, Xuan Xue, si on traduit littéralement, c'est étude du mystère, ou du mystérieux, ou du petit, ou du subtil. Ça veut dire que si on veut parler de magie chez nous, ça vaut la peine quand même de regarder un peu son étymologie. C'est ce que j'ai fait ici, parce que vous savez que chez nous, la magie est plus vue comme quelque chose de l'ordre de l'illusionnisme en fait. Alors c'est rigolo, c'est très drôle de faire ça pour des enfants, où on retourne presque tous un peu en enfance quand on voit des grands magiciens. Mais c'est clair que quand on voit des magiciens chez nous, on sait qu'il y a un truc, quoi. Donc d'une certaine manière, c'est truqué pour nous, il y a quelque chose de fake dans la magie, alors même que l'illusion peut être parfois spectaculaire. Mais initialement, en fait, cette histoire d'illusionnisme, elle provient d'idées qui sont post-rationnelles, on pourrait dire, donc après l'avènement de la rationalité, quand on a cessé de croire que des phénomènes particuliers, hors normes, pouvaient se manifester comme on croyait avant au miracle, en fait. Et à partir d'un certain moment, la rationalité a dit non, on ne peut pas aller défier les lois de la physique normale, c'est impossible. C'était avant la connaissance de la physique quantique, en fait, qui démontre régulièrement que le fond du fond du fond du réel est complètement contre-intuitif par rapport à la physique classique. Mais donc il y a eu toute une période, et encore maintenant, on raisonne essentiellement avec une pensée rationaliste, la plupart d'entre nous. Et donc on imagine quand on parle de magie que ça parle de quelque chose qui ne peut être que fake. Alors c'est intéressant, vous voyez, j'ai fait ça avant, là, mais magie, ça vient du grec mageia, qui vient lui-même d'un terme plus ancien qui s'appelait magos, et qui vient lui-même d'un terme encore plus ancien qui s'appelait magus. Apparemment, je ne sais pas comment on le prononce, ça vient de l'iranien, et ça désignait un prêtre perse, issu notamment des courants zoroastriennes, enfin des courants zoroastriens plutôt, on devrait dire. Et en gros, ceux qui étaient appelés des mages, en fait, étaient d'abord des représentants d'une forme de sagesse, ou étaient considérés comme des sages dans leur tradition, mais c'était des astrologues aussi. Donc autrement dit, les sages à l'époque, mais ça c'est très typique ou très similaire
à comment on envisageait les sages dans l'Antiquité, hein, d'une manière générale, y compris dans l'Antiquité chinoise, c'est que les savoirs n'étaient pas diffractés à cette époque et les sages, ceux qui pouvaient donner conseil aux autres, étaient des gens qui savaient lire la grande nature, qui savaient lire les positions des astres et qui étaient aussi des spécialistes de rituels, c'est-à-dire des espèces de chamans qui étaient capables de faire le lien entre les hommes, on va dire, ordinaires, qui avaient des requêtes, et le ciel, c'était des intercesseurs. Et on voit d'une certaine manière qu'on a les deux aspects. Avec la sagesse, il y a l'aspect yin. Avec les rituels, on a l'aspect yang. Et puis on voit qu'il y avait tous les éléments qu'on pourrait appeler aujourd'hui métaphysiques. Mais à l'époque, c'était vu comme la science normale, hein, plus ou moins. Donc, en tout cas, c'était des savants d'une certaine manière. Donc c'était des gens quand même relativement instruits dans leur domaine, mais qui n'avaient pas juste que de l'instruction, mais qui avaient atteint une qualité d'être aussi, et aussi, on pourrait le dire aujourd'hui de manière plus moderne, de maturité adulte, si vous voulez, associée à une forme de pouvoir. Et donc on retrouve ici les deux axes aussi sur lesquels j'insiste beaucoup. Il y a l'axe des pouvoirs ou des états de conscience, si vous voulez, et puis il y a l'axe de la maturité de la personne, et ces deux axes qui sont très différents. Et en fait, quand on parle de mage, eh bien, on a ces deux côtés. Et d'une certaine manière, vous voyez, quand on regarde dans Le Seigneur des Anneaux, Gandalf, dans le premier épisode du Seigneur des Anneaux, il y a un moment donné où, d'habitude, il est sage. C'est quelqu'un qui a de la sagesse, qui est calme, qui est qui est bienveillant, etc. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a des moments dans Le Seigneur des Anneaux où ce Gandalf peut devenir terrible, en fait, hein, et ça devient un combattant extrêmement puissant. Il y a un moment, je crois que c'est dans le premier épisode, où il est dans la petite cabane avec Frodon, sauf erreur, et tout à coup, il veut gronder un peu Frodon, et tout à coup, il prend de l'ampleur, comme ça, il dévoile son aspect beaucoup plus yang, et, qui correspond exactement à ce qu'on appelle le yin apparent, yang secret dans le taoïsme. Et donc, en fait, voilà comment ce que signifiait le mot magie, en fait, et d'où il vient quand on l'utilise aujourd'hui dans le terme magie taoïste. C'est à ça qu'on se réfère et pas du tout, évidemment, à de l'illusionnisme, même si je sais, et c'est comme ça, que certains rationalistes verront toujours la magie, y compris très très ancienne, comme étant de l'illusionnisme. Mais ça, ma foi, écoutez, on ne peut rien faire pour ça. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est de savoir comment nous, on peut utiliser ces connaissances ancestrales pour grandir, nous déployer, améliorer dans une certaine mesure nos vies, tout en n'améliorant pas seulement l'aspect externe éventuel de nos vies, mais surtout en étant capable de gagner en maturité. Alors, je voulais revenir là-dessus parce que ce système des lamplighting, si vous voulez, il travaille sur différentes choses. Déjà, il va utiliser la notion de feu ou de lumière. Et le feu, spécifiquement, c'est un élément dans les 5 mouvements. Alors, si je me mets à votre place, ça tourne comme ça. Il faut que j'inverse mes gestes. C'est un élément de transformation, le feu, d'une manière générale. C'est un élément, mais c'est un élément de transformation verticale, parce que le mouvement du feu est verticalisant. Et de ce point de vue-là, si on imagine un monde multidimensionnel, un peu comme ça, hein, c'est caricatural, le feu en montant, c'est un élément de transformation qui transforme les choses au travers de multidimensions. C'est-à-dire qu'il transforme les choses pour les amener dans d'autres dimensions. On a un autre élément qui est la Terre, qui transforme aussi les choses, mais la Terre transforme les choses à l'intérieur d'un plan, on va dire, horizontal, et ensuite elle va faire rejaillir quelque chose qui nous reste accessible à nous. Le feu, donc c'est deux types de transformations complètement différents. Le feu, lui, il a pour vocation d'amener ou de transformer ou d'amener des messages sur un autre plan. Donc, vous voyez, quand on utilise le feu ou la lumière, qui est un excellent transporteur de messages aussi, eh bien, on est déjà en train d'amener, parce que tout ça, c'est une intention qui est en fait une information sur un autre plan.
Alors sur quel plan? En fait, le but de la magie taoïste, c'est d'aller d'une certaine manière, si on met là le plan, on pourrait appeler le vide plein, mais on pourrait appeler le multipotentiel aussi. Et c'est ce qu'on appelle le ciel antérieur dans le taoïsme. Et nous, on est là dans ce qu'on appelle le ciel postérieur, c'est-à-dire quoi? Le ciel ou le lieu de la manifestation, le lieu où les choses sont déjà existantes, y compris les petites choses. Hein. Une pensée, dès que vous l'avez, elle est déjà existante. Elle est fine, elle ne se voit pas, mais elle fait quand même partie du ciel postérieur. Or, ces géométries sacrées qui se manifestent sous forme de dessins qu'on va faire, qui peuvent faire des trucs comme ça, par exemple. Admettons, hein, j'en sais rien, je fais au hasard ici. Vous avez la bougie ici, et puis entre deux, je vais le mettre comme ça pour que vous le voyez, mais le riz qui relie. C'est plus épais que ça d'ailleurs. Voilà. Eh bien, en amenant ici, vous voyez qu'on amène une intention, une information, du feu, de la lumière, et en général, on laisse agir ces types d'informations pour qu'ils aillent en fait harponner, c'est l'idée hein, vraiment, ici, dans le monde. C'est comme si vous créez une onde de forme ici qui vient chercher dans le plan des potentiels un élément qui lui répond de manière analogique ou qui lui répond sur un plan fréquentiel en fait. Et donc ici, il est pour le moment potentiel, mais le fait de l'appeler ici, ça fait comme un appel, ça va permettre à cette chose de commencer à se manifester dans le monde du ciel postérieur. Alors, ça c'est l'idée générale, et c'est pour ça que pour ça il faut un certain pouvoir, une certaine méthode, on appelle ça Fa dans la langue chinoise. Et ce Fa, c'est l'énergie nécessaire et la subtilité nécessaire pour venir, pour à partir de là, parce qu'il y a un petit rituel qui se fait autour, venir harponner l'élément auquel ça se réfère pour essayer de le manifester et de rendre tangible dans nos vies les choses auxquelles cette géométrie sacrée se réfère. Alors il y a des géométries sacrées pour tout. Il y en a pour l'abondance, il y en a pour l'affectif, il y en a beaucoup pour la protection, il y en a beaucoup pour des formes de nettoyage, de cleaning, de shift intérieur, de changement, d'ouverture de l'esprit aussi, de changement de pensée d'une certaine manière quand on a besoin de sortir de certains états d'esprit qui peuvent être négatifs par exemple. Enfin, bref, je ne veux pas vous faire une liste, mais il y en a vraiment pour tout. Et l'idée générale, c'est que ça fonctionne sur ce mode-là. Ce qui est intéressant, c'est que ça travaille même en notre absence, en fait. Une fois qu'on a mis en place la géométrie sacrée qui est désirée, qui est transmise en général de maître à disciple dans les lignées, eh bien, les bougies, traditionnellement, elles étaient choisies pour durer environ 24 heures, mais il y a des bougies qui durent plus longtemps que ça, 24, 48 heures. Il n'y a pas besoin que ça soit toujours aussi long, mais globalement, si vous voulez, l'idée générale, c'est d'avoir ce shan, donc l'état d'esprit sur ce que vous voulez développer, déployer, modifier, etc., qui soit clair, mettre en place la géométrie sacrée, puis ensuite, une fois qu'elle est mise en place, elle va continuer à travailler pour vous, même quand vous êtes occupé à faire d'autres choses. Et c'est ça son principal avantage. Alors, ce qu'on peut faire, c'est, pendant un certain temps ou une certaine durée, nourrir cette géométrie sacrée tant que les choses ne sont pas terminées, en remplaçant les bougies et en les laissant brûler le temps de la manifestation, si on veut, ou alors le temps d'un rappel. Ça peut être aussi rythmique, par exemple, faire ça une fois par semaine, ou une fois tous les 3 ou 4 jours, ou alors à des moments clés qui correspondent à des moments d'ouverture particulière, vous voyez, au niveau de l'énergie spécifique de la temporalité ou de la spatio-temporalité, où on utilise certains créneaux d'ouverture de cette spatio-temporalité pour faire passer le message directement. Donc voilà. Alors, c'est juste à titre d'information cette vidéo, mais sachez que
ce genre de choses existe. On a fait un e-learning récemment sur cet aspect-là. Je vous laisserai vous y référer le cas échéant. C'est quelque chose que je vais développer à l'avenir dans des cours un peu plus poussés, qui se feront dans un cadre très spécifique pour ça, mais il y a déjà cette possibilité de voir ce e-learning si les sujets spécifiques vous intéressent par exemple. Et aussi comme ça, vous savez que ça existe. Et vous pouvez même parfois, peut-être intuitivement, essayer de vous demander, tiens, si je voulais obtenir cet effet, ou aller dans cette direction-là, qu'est-ce que j'utiliserais, qu'est-ce que j'aurais envie de mettre comme architecture ou géométrie dans un endroit qui est consacré pour ça, bien évidemment, pour servir mon propos, en fait. Hein. Vous pouvez aussi le voir sous une forme de psychomagie, si on veut, mais il ne faut pas négliger non plus cet aspect-là, parce qu'il peut être extrêmement porteur, en plus de l'effet, on va dire, alors là, excusez-moi du terme, un réel magique, parce que si on croit que cette possibilité d'aller sélectionner un certain nombre de potentiels dans le pluripotentiel et de le manifester est réelle, si on croit à ça, alors eh bien évidemment qu'on a comment dire ça, on a peut-être encore plus de cœur à l'ouvrage pour faire les choses que si on pense que c'est vaguement psychomagique et rien d'autre. Donc c'est clair que ce type de fonctionnement-là ou ce type de technologie spirituelle, on pourrait dire comme ça, pardonnez le terme, eh bien, ça vient de toute façon de nous chercher à un moment donné sur nos croyances, sur notre vision du monde, sur la manière qu'on a de le décoder. Et alors là, pour le coup, il faut être un peu rationnel, c'est-à-dire que, à mon sens, hein, ça ne sert à rien d'utiliser des choses comme ça sur un mode d'une pensée purement magique sans prendre la peine de se demander ce à quoi on croit. Et je pense qu'aujourd'hui, ben, voilà, le monde est suffisamment complexe pour avoir un certain nombre de modèles qui expliquent. Mais c'est clair que si vous faites ce genre de choses, vous êtes presque obligé de supposer à minima que le monde n'a pas que les 3 ou 4 dimensions dans lesquelles on se situe actuellement, mais qu'il y a probablement ou certainement d'autres dimensions auxquelles on peut accéder et qu'on peut même apprendre d'une certaine manière à connaître mieux et à contacter sur un mode relativement spécifique. Voilà, je m'arrête là, c'est juste une grande introduction sur ces lamp lighting, ces lampes allumées qu'on appelle aussi géométrie sacrée. Et c'est quelque chose de très important, assez courant dans le taoïsme, dans ce qu'on appelle le Xuan Xue justement. Et comme ça maintenant vous savez ce que c'est. Voilà. Si cette vidéo vous a intéressé, n'oubliez pas de la partager, de vous abonner à la chaîne, de mettre un petit like en appuyant sur le petit gligli là-dessous. Pas oublier si ça vous dit ou si vous avez la gentillesse de le faire, de mettre un tout petit commentaire, ça augmente la visibilité de cette vidéo et de la chaîne et ça permet à plus de gens de voir ce contenu et donc de créer ensemble des cercles vertueux. Voilà. À tout bientôt. La prochaine, je pense, ça sera sur l'Astro Tao de l'année 2025. À tout bientôt.